plein temps de chasse, il y a une ressource avec laquelle on fait affaire très, très, très souvent. Bon, il y a le magasin de chasse et pêche, évidemment, mais il y a aussi le service de protection de la faune pour aller chercher les bons renseignements et être dans les règles au travers de nos activités et pour aller chercher les renseignements qui est mieux que notre ami, le lieutenant Sylvain Marois. Comment ça va, Sylvain? Ça va bien? Merci d'être en studio. On parle de SOS braconnage aujourd'hui et je veux revenir sur ce sujet-là parce que présentement, on a des milliers de paires de yeux qui rentrent dans le bois à la chasse. Et si ces gens-là observent quelque chose, il faut absolument qu'ils participent aux efforts de protection avec vous en communiquant avec SOS braconnage. Ben oui, ben comme on avait fait dans le topo du printemps, Martin, on en avait parlé, puis on avait parlé un peu plus du côté pêche. Oui. Là, le côté chasse arrive, on le sait, la frénésie s'embarque, comme tu l'as dit, plusieurs personnes qui rentrent dans le bois en même temps. Ces gens-là, ben ils rentrent terre publique, terre privée, sur des terrains qu'ils connaissent. Donc, ils voient des indices qui peuvent nous aider à travailler. Et chacun des petits indices qu'on peut avoir est vraiment très important pour nous autres. Parce que souvent, le chasseur se dit « Ouais, vas-tu appeler juste pour ça? Ouais, je sais que c'est mon voisin. Ça va être bien glissant. » Tout ce qui se fait à SOS peut être pris de façon confidentielle, comme on l'a déjà dit. Fait qu'il faut pas tolérer quelque chose qu'on croit être du braconnage. Donnez-nous l'information et après, nous autres, on va pouvoir en déduire si oui ou non c'est du braconnage par ce qu'on a déjà expliqué, par les enquêtes, par la recherche sur le terrain, par les indices, mais tout ça aura probablement parti d'un chasseur ou d'un pêcheur qui va nous avoir donné l'information. Ou parfois, il peut y avoir un dossier qui est déjà ouvert. L'observateur, qu'il soit chasseur ou pas, se dit « ça vaut-tu vraiment la peine comme renseignement? » Toi, ça peut être un renseignement qui manque dans le dossier sur lequel tu travailles déjà, qui va te permettre de protéger une personne. Souvent, c'est ça. Souvent, on a déjà un dossier d'enclenché, puis à partir du moment où ce dossier-là est là, ben là, la personne dit « ouais, tu sais, j'ai vu une lumière hier soir passer sur ma terre à bois, mais c'était-tu vraiment ça? » Prenez le téléphone, lâchez un coup de fil, informez-nous, puis ça sera peut-être la lumière qui a été vue chez votre voisin, chez l'autre voisin, puis qui a été vue la semaine d'avant, puis qui va nous aider à ramener tout ça, à fermer l'enquête complètement, puis après ça, ben, être capable de déposer des accusations contre certaines personnes qui ne respectent pas la loi. On ne s'attend pas à voir les agents débarquer sur le champ. Il ne faut pas se surprendre de ça parce que il y a souvent un travail avant même d'intervenir ou d'aller sur le terrain, mais c'est excessivement important. La quantité d'agents que vous êtes, vous ne pouvez pas couvrir le bois au complet. On parle d'une ressource collective, la nature, que ce soit la faune, la flore. C'est aussi une responsabilité et un bien collectif. Mais dans le point de vue responsabilité, ben c'est les yeux des chasseurs et pêcheurs qui peuvent vous amener l'information et ça devient très important. À la limite, d'omettre de rapporter un renseignement, c'est de manquer à sa responsabilité. Parce que si on va prélever des choses en nature, ben, il y a au moins la gentillesse de retourner à la bonne information. Puis moi, j'ai appris à flipper un peu mon esprit. Comme jeune chasseur, je voyais les agents de protection de la faune comme le gars qui cherchait les bandits à côté sur un arbre. Oui. Aujourd'hui, je les vois comme un moyen de protéger mes cheptels pour que tout le monde puisse continuer à chasser. Donc, si je ne donne pas ce renseignement-là, peut-être que toi, tu n'interviendras pas dans un secteur où est-ce que énormément de grands mâles vont se faire abattre. Puis pour les 10 prochaines années, on va juste avoir des permis de serre sans bois dans ce coin-là. Exactement. C'est exactement ça que ça donne. C'est exactement. Pile poil dessus. Exactement. J'aime ça, avoir ton approbation sur mes pensées. Question d'auditeur très importante au niveau des fameux 2 permis de serre de Virginie. Oui. Bon, on les appelle permis 1, permis 2. Il y a des zones qui sont très distancées, parce que c'est facile de faire la différenciation. Il y a des zones qui sont plus rapprochées. 3 Est, 3 Ouest, par exemple. Une route entre les deux. J'ai mon permis de chaque bord. J'ai de la famille aussi des deux côtés. Ah oui. Il y a une problématique au niveau du partage du permis là-dedans. Là. Bien, le premier permis, étant un permis régulier, c'est le permis à Martin. Oui. Il appartient à Martin. Donc, on ne peut pas faire de transfert, on peut pas... Par contre, le deuxième permis, tu l'as eu par un tirage au sort, c'est un permis de serre sans bois, bien, celui-là pourrait être transférable à la famille rapprochée. Mais il va être dans 3 Ouest probablement. L'autre va être dans la 3S. Donc, c'est vraiment important de démystifier cette partie-là. Puis c'est pas parce qu'on se retrouve avec une nouvelle réglementation où on a le droit d'un partage de permis que faut mélanger les 2 permis puis dire, ben il n'y a pas de problème. Tiens, mon frère, cette semaine, je chasse pas, va à la chasse à ma place, puis il n'y aura pas de problème. À partir du moment où ce n'est pas un permis de chasse
de serre sans bois que tu as eu par un tirage au sort. Ou est-ce que là, il y a une nouvelle réglementation sur le partage dans la famille? Ce qui est le fun avec ce qu'on appelle le permis, c'est que c'est vraiment... c'est écrit en français dessus, là. Il y a un nom, puis il y a une zone. Oui. Ça règle, bien ça. des affaires. Fait qu'il faut être dans la zone, puis ça prend le nom que j'ai le permis. Expédition de chasse à l'Orignal. De quelle façon fonctionne la légalité, si on veut, de l'utilisation des permis dans l'exemple suivant? On sait que je dois être, par exemple, sur un territoire donné, le territoire A, 2 chasseurs. Moi puis toi, on a besoin de 2 permis pour aller à la chasse, puis ce pourvoyeur-là aussi, c'est 2 permis par Orignal. On se présente tous les 2 pour commencer notre chasse. Ça appelle chez nous, il faut que j'aille m'occuper des enfants. Oui. Je suis plus là. Il se passe quoi? Tu peux-tu continuer à chasser, toi? L'expédition de chasse est valide tant et aussi longtemps qu'un des 2 chasseurs reste sur le secteur de chasse. OK. Donc, c'est légitime pour toi de continuer à chasser. Oui. Et à ce moment-là, toi, Tabac, tu vas me mettre ton permis. Est-ce que tu as le droit de prendre mon permis puis de le mettre dessus aussi? Oui, j'ai le droit de le faire. Moi, comme abatteur, je dois avoir... Tu sais, c'est le port du permis qui est obligatoire. Donc, moi, comme abatteur, il faut que j'appose mon permis immédiatement sur la bête. Puis pour le tien, bien, il faut que je l'appose avant minuit de la même journée. Donc, à l'intérieur de la même journée. Là, j'ai 2 choix. Soit je le prends, je l'appose pour valider la chasse puis confirmer la chasse, ou je prends le téléphone, j'appelle Martin puis je dis, ben garde, tu reviens-tu parce que là, je vais avoir besoin d'aide, il faut sortir la bête, puis... Parce que ça se peut que je ne pouvais pas sortir avant minuit, puis là, je ne serais pas en loi parce que ton permis est au camp. Exactement. Donc, c'est pour ça l'importance de laisser son permis à son confrère de chasse à ce moment-là pour s'assurer de valider la bête à l'intérieur du 24... pas du 24 heures, mais bien de la même journée de chasse. Lieutenant Sylvain Marois, un énorme merci encore. Ce sont des renseignements qui sont très chers pour nos chasseurs, pêcheurs et villégiateurs. Dans le doute, on appelle au service de protection de la faune. Dans le doute d'activité illicite, on appelle SOS Braconnage. Ça en vaut la peine. C'est notre responsabilité collective d'aider les services qu'on a mis en place pour protéger notre ressource collective. On prend une pause. Au bord de la pause, on reste un peu dans le même domaine. Vous allez voir que nos amis de la protection de la faune se sont dotés d'un laboratoire biolégal très poussé pour nous aider dans cette protection de biens collectifs-là.